Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de notre rendez-vous en bref avec Eric Landau. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Voilà, on prend pas tout à fait des vacances encore, c'est le mois de juillet et tu voulais apporter quelques éclairages sur la protection fonctionnelle des élus avec de nouvelles souplesses et de nouveaux dangers qui apparaissent. Pourquoi tu souhaites parler de cette question? Parce qu'effectivement, d'un côté, tout le monde s'est focalisé sur les annonces gouvernementales, mais qui sont des souplesses nouvelles. Alors, on va attendre la loi quand même, parce qu'il faut une loi là-dessus. Mais qui sont positives, mais qui sont dans un champ d'application assez restreint. Ceci passe un brin sous silence le fait que le juge a en revanche rendu des décisions inquiétantes pour certaines hypothèses de protection fonctionnelle. D'accord. Bah justement, tu peux nous décrire, nous rappeler ce qu'est la protection fonctionnelle? Tout à fait. Alors, la garantie de l'élu ou protection fonctionnelle, c'est une chose que connaissent bien les cadres du monde public, aussi bien que les élus. Ça relève d'ailleurs de la loi, mais aussi d'un principe général du droit. C'est quand vous êtes soit victime, soit poursuivi pour quelque chose que vous avez fait dans le cadre de vos fonctions dans le monde public, les agents, les élus dans le cadre de leurs fonctions, eh bien, vous avez une protection qui vous est accordée et c'est à l'employeur pour les agents, la collectivité pour les élus, de prendre en charge toute une série de dépenses, les frais d'avocat, mais pas uniquement, et d'accorder une protection. Cette protection va prendre la forme évidemment de paiement de frais d'avocat, mais attention, il y a quand même une liberté du choix de l'avocat pour la personne qui bénéficie de cette protection. Et d'ailleurs, parfois, ça vaut le coup d'avoir le même avocat et parfois non que la collectivité pour des raisons de divergence possible d'intérêts. Et cette protection devra, contrairement à ce que l'on croit, être donnée assez largement. Par exemple, quand quelqu'un dans la fonction publique se dira victime de harcèlement, très souvent, on se trouve à devoir prendre des mesures d'urgence, séparer les agents, envisager du disciplinaire, mais accorder la protection fonctionnelle aux deux. Dans le D'accord. cas des élus comme des agents, ce ne sont pas que les frais d'avocat. Ce peuvent être également, par exemple, l'obligation de faire un communiqué de presse, d'informer. La protection fonctionnelle peut être assez large, va couvrir aussi certains frais d'expertise et autres. Il arrive après que quand les gens, par exemple, ont été condamnés définitivement, ont été jugés coupables, on peut se retrouver parfois avec des actions dites récursoires, c'est-à-dire que l'on va récupérer les frais d'avocat qui ont été payés à tort, mais dans un premier temps, ils sont payés. Dans un premier temps, dans presque tous les cas, pas tous les cas. Mhm. D'accord. Donc cela ne se limite-t-il en quelque sorte aux seules questions de frais d'avocat? Tu as déjà plus ou moins répondu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on croit, alors les erreurs classiques sont, on a le libre choix de l'avocat. Est-ce que l'avocat peut fixer librement ses honoraires? Non, on peut demander au juge, pas au bâtonnier dans l'espèce, au juge administratif, et des réfactions, ça c'est des choses qui se jouent. Deuxième élément, on peut avoir une protection fonctionnelle qui va se porter, y compris, comme je le disais, sur des questions de communication. Ça peut même prendre la forme d'un communiqué de presse. Ça peut être donc un droit de réponse dans la presse pourra tout à fait relever du droit de la protection fonctionnelle. Un certain nombre d'employeurs ne le savent pas et un certain nombre d'élus ignorent, ne le font pas mettre en œuvre, alors même que on se retrouve avec un champ d'application large, mais pas toujours aussi large que ce que l'on espère non plus dans le cas particulier des élus. D'accord. Qu'y a-t-il de spécial, Eric, quand on parle de la protection fonctionnelle des élus? À la base, il y a une première difficulté concernant les élus, c'est qu'il est parfois difficile de faire beaucoup plus que pour les agents, une frontière sur ce qui relève de la protection fonctionnelle
parce que les élus sont dans l'exercice de leurs fonctions électives et de ce qui relève de leur vie privée, de leur campagne électorale, par exemple. Donc, première difficulté, il y a un tri particulier à faire sur les cas où vraiment l'élu s'inscrit dans le cadre de ses fonctions. Quand il y a d'ailleurs plusieurs mandats qui peuvent être départementaux communaux ou tout simplement des fonctions communales et intercommunales, la question de savoir qui va prendre en charge cette protection fonctionnelle peut être parfois un peu délicate aussi. Quand on a, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est adjoint à la culture et vice-président de la culture de la communauté et qui se ferait, par exemple, agresser lors d'une manifestation, est-ce que c'est la commune, la communauté? Il peut y avoir des questions un peu complexes. Bon. Mais surtout, la grande différence, c'est que dans le cadre de la protection fonctionnelle donnée aux agents, eh bien, les choses sont claires. On va avoir une protection fonctionnelle donnée par le supérieur hiérarchique, sauf si celui-ci est directement concerné, auquel cas ça sera quelqu'un d'autre. Dans le cas des élus, il faut une délibération. C'est un des points qui change avec les annonces gouvernementales, qui devra changer à l'avenir avec les annonces gouvernementales. Justement, on va un peu les dévoiler quelques-unes en tout cas. Quelle est la teneur globale de ces annonces gouvernementales? Le gouvernement a annoncé qu'on allait étendre le périmètre de la protection fonctionnelle aux élus des communautés de communes. Alors là, j'avoue que, comment dire, c'est un brin surprenant parce que ça existe déjà en droit, donc on ne voit pas bien ce qu'ils ont voulu dire. Ça existe. Voilà. Et donc, ont-ils indiqué les comités de communes? Comité d'agglomération, métropole aussi, enfin, je veux dire, comité urbaine. Donc là, c'est un peu surprenant. Il est indiqué qu'il y aurait, qu'on permettrait à l'État d'accorder la protection fonctionnelle directement quand l'élu agit en qualité d'agent de l'État, pas état civil, organisation, sélection, etc. Oui, mais c'était déjà le cas. Je vais prendre un exemple. Quand tu as eu les époux Tibéri qui ont fait des trucs un peu bizarres avec des électeurs qui étaient décédés, on était dans le cadre des fonctions exercées au nom de l'État et c'est l'État de mémoire qui avait accordé la protection fonctionnelle. Donc là aussi, je suppose que d'ailleurs ces formulations lapidaires, l'État a une idée plus précise. Je ne pense pas qu'ils aient commis de bourde dans leur formulation. Mais tout ceci, ce sont des broutilles. Retenons l'annonce qui, elle, serait un vrai changement, c'est rendre automatique le bénéfice de la protection fonctionnelle en cas de menace, d'outrage ou de violence dont serait victime l'élu. Ce n'est qu'une petite partie des cas de protection fonctionnelle. Souvent, l'élu est poursuivi. Mais là, si l'élu est victime et qu'on parle de menace, d'outrage ou de violence, alors elle serait automatiquement accordée. On n'est pas obligé de passer par une délibération. Il y a beaucoup d'élus qui hésitent à se mettre en position de « Ah, je suis victime, je demande la protection fonctionnelle », qui parfois hésitent à le faire aussi parce que une instruction pénale est en cours et qu'on ne veut pas le faire savoir, mais il commence à y avoir déjà des frais d'avocat. Enfin, voilà. Ce n'est pas l'essentiel parce que quand on est victime, on a déjà, pour commencer, beaucoup moins de frais en général d'avocat ou d'expertise que lorsque l'on est poursuivi et on a moins de gêne à le faire. Donc c'est une très bonne chose que de ne pas avoir passé par une délibération. Là, dans l'espèce de ce qui est dans le cas de ce qui est proposé par l'État, ça serait automaticité de la protection fonctionnelle, sauf avis contraire du conseil municipal, décision contraire du conseil municipal dans un délai de 3 mois. Bon, la protection fonctionnelle étant un droit, le problème très souvent, c'est que le conseil municipal se retrouve à devoir l'accorder, ou s'il la refuse, ça serait un refus illégal. Et c'est parfois très compliqué pour un maire, par exemple, d'accorder la protection fonctionnelle au maire précédent, alors que parfois c'est lui-même qui engage des recours. Tu peux avoir un maire aujourd'hui, en 2023, qui va devoir accorder ou refuser la protection fonctionnelle, avec un débat sur le point de savoir s'il y a l'obligation ou pas de le porter au conseil municipal ou si le maire peut le refuser lui-même d'ailleurs. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a des affaires en cours en plus. Et pour des faits pour lesquels la commune elle-même, postérieurement à l'élection, a déposé plainte, par exemple. Donc, on se retrouve avec des choses illisibles. Donc, on supprime l'obligation d'en passer par le conseil municipal. C'est une très bonne chose. Ça va aider les gens, mais ça aide les gens dans les cas où il y avait le moins de réticence à donner cette délibération, le moins de gêne à rendre public les poursuites, puisqu'on est victime.
c'est pas toujours, on n'a pas toujours envie d'en parler, mais on a encore moins envie d'en parler quand on a la personne poursuivie. Hein. Bon, et donc ça résout un problème, c'est très bien, ça résout pas les plus gros des problèmes. Voilà. D'accord. Je pensais que c'était enfin, le contexte politique quand même global de menaces sur les élus qui avaient poussé le gouvernement C'est à se exactement prononcer ça. après Hein, il y a eu, on est bien d'accord, bien sûr. c'est dans le cadre des fameuses 12 nouvelles mesures pour la sécurité de nos élus Okay. qui ont été communiquées la semaine dernière, avec donc ces éléments-là pour lesquels bon, on a quand même pas des révolutions, mais on va attendre de voir les textes définitifs. Après, il y a une prise en charge de frais d'assurance et de procédures, mais on est sur des modifications à la marge. Il y a quelques éléments de mise en place de sécurisation physique, de sécurisation ponctuelle de locaux, d'aide un peu plus souple sur la vidéoprotection, vidéosurveillance ou vidéoprotection, peu importe. Quelques renforcements de sanctions. Il y a une circulaire importante, hein, d'ailleurs, sur ces questions-là. Un protocole entre association de maire et procureur de la République, des formations croisées. Mais enfin, on est sur des mesures qui se restent, comment dire, qui ont l'avantage d'exister. Voilà, elles sont très bien. Eh bien, on va dire ça comme ça. Quand on a... On n'est pas sur des grosses choses, hein, vraiment pas. Et là, la protection fonctionnelle, par exemple, bon, c'est bien, mais certaines de ces mesures ne me semblent pas changer le droit, mais j'attends de voir comment sera la formulation définitive. Et là où ça change le droit, c'est très très bien. Ça répond à l'urgence et à l'émotion légitime qui domine notre nation aujourd'hui sur ce point, et légitimement. Dans le cas pratique, ça correspondra à 5% des cas où en pratique on met en œuvre la protection fonctionnelle et absolument pas les cas les plus douloureux. Et c'est surtout que ça ne nous fasse pas oublier, encore une fois, le fait que le juge, de son côté, a rendu un certain nombre de décisions sur ce même sujet qui, elles, sont plus inquiétantes pour les élus. Oui, justement, tu es resté un peu mystérieux quand on a préparé cet en bref. Tu m'as dit, interpelle-moi sur les nouveaux dangers. De quoi s'agit-il? Il y a deux types de nouveaux dangers qui sont plus ou moins nouveaux. Il y a un premier danger qui est celui de la nouvelle responsabilité unifiée des ordonnateurs et des comptables devant la Cour des comptes, pour lesquels tout le monde tâtonne pour savoir si la protection fonctionnelle s'applique ou pas, aux agents comme aux élus. Alors les élus, tu vas me dire, bah oui, non, on a même fait des en bref là-dessus, les élus sont rarement concernés. Oui, mais il y a des cas où ils le sont quand même. Une des affaires qu'on a faites dans un en bref précédent était justement sur un ancien maire d'une ville corse qui a été condamné à 10 000 euros, mais bon, les frais d'avocat s'ajoutent à ça, etc., etc., pour ne pas avoir mandaté des sommes qui devaient être payées. Bien. Donc sur ce régime-là, il y a, notamment pour les élus et les agents du monde des collectivités territoriales ou de l'État, pour la Sécu c'est un peu plus clair, on a un débat. Est-ce que la protection fonctionnelle s'applique parce qu'après tout c'est un principe général du droit, ce qu'avait déjà dit pour les élus le Conseil d'État dans un arrêt sur Gilet de 1971, ou est-ce que je regarde pile les textes, et quand je regarde pile les textes, bah, ça s'applique au civil, ça s'applique au pénal, mais ça ne s'applique pas à cette responsabilité financière. Bon, ça c'est un premier problème qui n'est pas le plus menaçant, qui n'est pas le plus gros, c'est pas les plus gros bataillons des cas de responsabilité qu'on a à traiter, mais enfin, quand même. Et puis surtout, ce qui est inquiétant, bah, c'est ces questions, c'est l'évolution de la position de la Cour de cassation en ces domaines. Ah bon, elle a dit quoi alors, la Cour de cassation? Eh ben, voilà ce qu'elle a dit. Le 8 mars 2023, elle nous a dit que quand il y a des poursuites pour prise illégale d'intérêt, eh bien, il y a une sorte de présomption comme quoi il ne faut pas accorder la protection fonctionnelle. Alors, ça, c'est pas tout à fait nouveau. On l'avait déjà dit pour le favoritisme. On avait déjà des décisions en ce sens, et notamment une décision importante de la CAS-CRIM en 2012 sur le favoritisme. Mais c'était une jurisprudence dont on se demandait si elle n'était pas un petit peu isolée, mais qui déjà annonçait une chose extrêmement inquiétante, c'est donner la protection fonctionnelle dans les cas où on aurait en réalité une faute personnelle détachable, c'est un tout petit peu plus subtil que ça, eh bien, ça serait en soi une infraction. Donc, je donne pas la protection fonctionnelle, c'est illégal. Je donne la protection fonctionnelle dans des cas où j'ai une faute personnelle détachable ou qui semble être l'être.
en une grosse présomption en ce sens, eh ben, c'est en soi une infraction elle-même. C'est-à-dire que, voilà, alors en 2012, ça a été jugé par la Cour de cassation criminelle, et donner la protection fonctionnelle en l'espèce pour une infraction de favoritisme, c'était du détournement de fonds publics. Donc, là, pour le coup, ne pas la donner, c'est illégal, mais la donner à tort, ça peut être en soi une infraction pour celui qui l'a donnée. Et là, c'est un peu, on ajoute couche sur couche. Mais bon, on était dans un cas où les choses avaient déjà été en partie jugées, enfin, c'était un peu différent. Là, avec la nouvelle décision du 8 mars 2023, ça s'applique à l'autre infraction qui est celle de prise illégale d'intérêt, qui est la principale cause de mise en examen des élus en France, cette condamnation. Qui est une infraction extrêmement dangereuse puisqu'on peut la commettre en étant de bonne foi et en étant tout à fait honnête. Je caricature, ça sert aussi à attraper des gens malhonnêtes, mais en pratique, c'est une infraction, on a fait des vidéos là-dessus, etc., qui est dangereuse et qui vraiment peut être constituée par quelqu'un d'honnête, mais qui aurait été inattentif ou mal formé ou informé. Et ça pose un problème. On est en train de dire, bah oui, mais on entend parler de l'indemnisation, du paiement des frais d'avocat, tout ça, pas uniquement les frais d'avocat, on l'a vu, les frais d'expertise, certains éléments de droit de réponse. Alors, c'est autre chose que la poursuite pénale pour lesquelles la présomption d'innocence. Le juge, il est bien gentil, mais enfin, s'il y a des poursuites et qu'il y a quand même une présomption d'innocence, ça veut dire que la personne est présumée ne pas avoir commis cette prise illégale d'intérêt ou ce délit de favoritisme. Donc, si on a une sorte de présomption comme quoi bah, la faute est détachable, donc il n'y a pas la protection fonctionnelle à donner, bah, ça veut bien dire que je fais fi de la présomption d'innocence. Là. Alors on se dit, c'est pas grave, la personne elle va payer des frais d'avocat et puis quand elle sera, elle sera innocentée, elle pourra se retourner contre la collectivité pour dire, bah, maintenant j'ai le droit à ma protection fonctionnelle, remboursement de mes frais. Enfin, c'est très mignon, mais sauf et ça veut dire quand même un apport financier. Alors, pour les gens qui ont plein d'argent, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont en difficulté, enfin qui ne sont pas riches comme Crésus, ils se retrouvent à devoir avancer des sommes, avoir l'usage de leur assurance personnelle. Mais les assurances personnelles sont rarement avec des montants importants. Et le pénal, ça coûte, hein, ça prend beaucoup de temps le pénal. Et donc, on se retrouve avec des situations vraiment difficiles. Et pour l'élu qui va se retrouver à donner la protection fonctionnelle, parfois d'ailleurs à son prédécesseur qui l'a poursuivi, il va se retrouver en situation de commettre le délit de détournement de fonds publics si la poursuite a été faite pour favoritisme ou prise illégale d'intérêt. Et je connais des tas de collectivités où on a donné la protection fonctionnelle par peur de l'illégalité d'un éventuel refus ou pour pas donner l'impression de tirer sur une ambulance alors que soi-même on était le plaignant, en prenant un risque, mais en ignorant qu'on prenait un risque, par le simple fait d'accorder cette protection fonctionnelle. Donc là, de ce point de vue-là, on va traiter aujourd'hui par des annonces gouvernementales et demain par la loi un sujet qui est important, qui est émouvant et qui ne donne pas lieu à débat. L'élu est victime, il est victime, on l'aide. Évidemment que c'est idiot qu'il y ait une délibération. Mais derrière cet arbre, n'oublions pas la forêt qui sont les gros bataillons des contentieux qui portent sur des gens poursuivis pour ces infractions. Je rappelle que sur 4 personnes mises en examen pour ce genre d'infraction, il y en a une de condamnée. Donc, ça veut dire qu'il y en a une où on se dira, bah, tant mieux, heureusement qu'on n'a pas versé la protection fonctionnelle parce qu'on n'aurait jamais réussi à récupérer le pognon après, du point de vue des personnes publiques. Voilà. Mais pour les 3 autres, ceux qui ont été innocentés, qui ont été salis dans la presse et dans la ville ou le village pendant des années et des mois, en plus, ils se sont ruinés pour payer leurs frais d'avocat. Et en général, d'ailleurs, une fois qu'ils ont été innocentés ou non, n'osent pas redemander les sommes à la commune pour lesquelles ils se retrouvaient en général à liquider leur épargne et à demander à leur famille. Hein. Je ne veux pas faire dans le misérabilisme, mais il y a des choses assez poignantes. Très bien, Eric. Voilà. Tu sais que c'est un des en bref les plus longs qu'on ait fait. Il va falloir changer l'intitulé, parce que là, on a fait... bon, mais écoute, je sais que c'est un sujet qui t'inspire. Merci. Difficile, bref, sur ces sujets qui sont complexes et qui touchent à l'émotionnel. Voilà. Mais bon, bravo à tous ceux qui ont le courage de nous écouter et de nous voir jusqu'au bout. Donc, à bientôt. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir, Eric. Au revoir.